faut que tu fasses un clap en regardant la caméra en disant c'est parti ou bienvenue, comme tu veux. Mais un clap pour le son, pour le calage son. Je te le fais à la version Amixem. Tu le fais comme tu veux. Alors, ok. Clap. Bon, bah, bienvenue en tout cas. Bah, Je merci. suis ravi de t'accueillir. C'était bien, mais je t'ai T'es ravi, bien, ravi t'es d'être bien. accueilli. Hein? T'es bien ou t'es bien? Écoute, c'est pas mal, ça tourne, c'est bien. Donc, Ok, voilà. très bien. Si tu dois me raconter, si, pour te donner le contexte de ce moment-là, c'est 45 minutes et on peut déborder sur 1 heure, mais en gros, on aime bien fixer quand même un... Parce que sinon, ça dure 3 heures. Bah, avec moi, oui. Tu vois, et puis on a vu notre déjeuner, voilà, donc ça peut vite déborder. Mais l'idée, c'est de tenir 45 minutes, 1 heure, en tout cas. Ça s'appelle Comme à la maison. Comme à la maison, ça sous-entend quoi? En fait, c'est... On va avoir des coups, on va se mettre à poil. Bah, un peu. En tout cas, je sais pas si ça passera, mais en tout cas, c'est un vrai moment où en fait, on essaie d'être cash. Alors, je sais que tu l'es très. Ça devrait pas Ouais, poser de ouais, problème. justement, mais du coup, tu es au bon endroit. Mais c'est vraiment ça. C'est en fait de te rencontrer et que les gens qui vont nous écouter te rencontrent vraiment. Ouais, les gens, exactement. Étant le perso que le pro, que machin, etc., ils vont se dire ah putain, en fait, ça y est, je connais un peu mieux Fabrice que ce que voilà. C'est ça l'idée. Et donc genre, on va le faire. Il n'y a rien de préparé, je t'apprends rien. Là pour le coup, on est d'accord. Ah oui, mais un pro total. Un pro total. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, bah, j'irai avec mes questions de merde ou pas de merde. Et toi, tu iras avec tes réponses de merde ou pas de merde. Voilà, je Et pense. ce sera bien. On essaie d'être synchro par contre. Ouais, voilà. très bien. Ok. Fabrice, c'est qui? C'est moi. Oh. Mais du coup, alors j'ai la chance de connaître ta fille, Oui. pas ta femme. Non. Ok, mais du coup, peut-être un jour. Oui. Ou alors on m'en a pas parlé, je sais pas. Mais... Bon, ok, très bien. Mais qui te connaît le mieux dans ton entourage? Ah, ma femme. Ta femme? Ouais. On appelle ta femme, on lui dit raconte-moi Fabrice, elle dit quoi? Le relou. Et surtout, je lui dis, par contre, tu me dis la vérité, tu me dis pas, il est extraordinaire, c'est mon mari, il est familial. Ah non, elle va te dire que je suis un peu obsessionnel. Ouais. Elle va te dire que je suis prêt à déplacer des montagnes pour mes amis. Et souvent, je le fais d'ailleurs, parce qu'en plus, j'ai la carrure, donc ça, c'est plutôt bien. Ça aide. Et puis, par contre, elle te dira que je peux tourner en boucle assez vite. et difficile, moi, je suis hyperactif, donc elle va te dire que des fois, c'est difficile de me suivre. Ça part un peu dans tous les sens, c'est ça que je suis ça veut un peu, et que je peux être obsessionnel. C'est-à-dire que tu restes coincé dans un truc ou ça veut dire quoi? Ah, Qu'est-ce non, que tu veux dire par obsessionnel? Alors, je vais te donner un exemple qui Ouais. est très représentatif et qui saoule ma femme. Donc, ça va Très bien. être un bon exemple. Ok. C'est la cuisine. Moi, je fais très bien à manger. Ouais. J'adore faire la cuisine. Et quand je découvre un nouveau plat, j'ai besoin d'en faire tous les jours pendant 3 semaines. Parce que je veux découvrir des trucs, je veux machin. C'est-à-dire que tu veux l'affiner? Ouais. Tu veux aller au bout en fait? Ouais. Et puis j'aime bien le goût, donc je veux y aller. Puis à un moment donné, je dis bon, maintenant je passe à autre chose. Voilà. Je vais te dire, il y a quelques années, on est parti en Hongrie, à Budapest, en week-end. Ouais. Et quand je suis revenu, j'ai découvert là-bas le goulash. T'as Et été au taquet du goulash. On est resté 4-5 jours, et je crois que sur la dizaine de repas qu'on a pris, je crois que j'ai dû en prendre 8 fois du goulash. Et quand- J'adore. Ouais, donc obsessionnel, c'est le mot. Ouais, c'est ça. Et quand je suis rentré, j'en ai refait parce que je voulais tester, savoir comment moi je pouvais le faire. Ok. Et donc en dur, avec des gros morceaux, plutôt en soupe. Mais ça veut dire que tu abordes tous tes sujets de manière générale comme ça. Ouais. C'est-à-dire que tu vas, pour le coup, tu vas au taquet et tu vas le poncer. Et après, tu passeras à un autre sujet. Ouais, parce que j'ai pas énormément de, je vais pas dire de sujets de thème ou de grandes passions. J'en ai quelques-unes, Ouais. mais celle-là, j'y vais à fond et je les prends en niveau d'expertise. Donc j'ai besoin de creuser, j'ai besoin d'avancer, puis D'aller j'ai au besoin bout. d'avoir les bases. Et La cuisine, ça m'aide dans ça parce qu'en fait, tu as besoin d'être hyper organisé et tu as besoin d'être hyper systématique et tu as besoin d'avoir beaucoup de planification en fait. Ouais, de ouf. Et donc avant, quand tu te lances, la cuisine, c'est pas juste je me lance derrière les feuilles Ouais, ouais. puis je prépare. C'est je vais au bout du truc. Il faut préparer les ustensiles dont on Ouais, a c'est besoin, tout- il faut tout le organiser. process, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça répond à quoi chez toi? C'est une sorte de... Ça te permet de dire je maîtrise? Ça me permet de dire que je m'intéresse et je veux pas faire les choses à la one again. Je saurais de quoi je parle. Et je veux pas faire les choses genre en essayant une fois et non, enfin, si ça me plaît, parce que si ça me plaît pas, ça se voit. Mais si ça me plaît, il faut que j'ai un niveau d'expertise, faut que Un peu abouti. Ouais, parce que ça m'intéresse pas de faire les trucs à moitié, quoi. Ok. Donc elle dirait il est relou, il est Ouais. putain d'obsessionnel. Ouais. Il dirait quoi d'autre? Euh, C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Déjà, moi je dis Alléluia madame. hein. Oui.
Non, et qu'est-ce qu'il y avait c'est déjà pas mal, non? Ouais. Pourquoi? Ouais, mais elle J'essaie pourrait de dire quoi? réfléchir. Empathique, Ah oui. égocentré, égoïste, Alors, non. gentil, méchant, casse-couille, Casse-couille, oui. bruyant. Bruyant, ça dépend. Non, elle va me dire ouais, gentil, ça c'est sûr. J'ai le cœur sur la main, donc Ouais. j'ai pas beaucoup d'amis, mais même avec mes copains, on se livre complet, quoi. Ouais. Donc, c'est Entier, ça, quoi. Voilà, c'est un peu l'objectif. Ouais. Et puis, Je dis tout le monde. des fois chiant parce que effectivement, quand je suis dans une boucle obsessionnelle, je peux être bloqué Il n'y a plus rien. et c'est là-dessus que ma femme est bien parce qu'elle me permet justement de me débloquer des fois. Tu vois, Ah. parce qu'elle prend pas de gants non plus quand il faut faire les choses. Donc, Ah, c'est bien. Elle fait quoi, elle? elle est dans la police. Ah putain, c'est bien ça. Ok. Elle est major maintenant et elle fait des investigations. Elle travaille dans les investigations Ah, principalement financières. Ah, propre. Ok. Donc, t'as intérêt d'être sage avec tes et clients, ta fille? Et ma fille, étudiante, elle est en 4e année de communication digitale. Ouais. Après avoir fait un bac spécialisé dans l'hôtellerie-restauration, elle était au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains, Ouais. qui est plutôt Oui. une Porsche. Oui. Et en fait, elle a découvert que c'était pas trop son univers. Alors, elle aime bien l'hôtellerie-restauration, mais pas aussi professionnelle que Ouais. ça. Et puis, elle a voulu reboucler avec ce que fait papa, quoi. Donc, Ouais. Bah, papa inspirant quand même. Bah, je sais pas. casse-couille inspirant. Peut-être, je ne sais pas. Je t'inspire. Oui. Ah ouais, un peu quand même. Alors peut-être. Alors, Ouais, un petit côté. tu sais, quand tu inspires les gens, en règle générale, quand tu n'as pas un ego surdimensionné, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, absolument, je suis d'accord avec toi. Tu- Ok. Ok. Comment ton parcours pro, si tu devais le raconter, comme tu es vieux, il est très long, donc si on le raconte en long à large pas travers, tant il y en a que pour ça. 2 heures. Ouais. Mais si tu le racontes dans les grandes lignes, et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui t'a marqué fort. Le début, mais en fait, moi j'étais étudiant en sciences politiques. Donc j'étais à Sorbonne. Rien à voir. Rien à voir. Et, Attends, pourquoi tu fais ça? Alors, pourquoi j'ai fait ces études-là? Bah ouais. Parce que ça m'intéressait en fait. Très bien. J'avais découvert, moi je viens d'un parcours professionnel, donc j'ai fait un bac pro, Ouais. commerce et services, donc j'étais un peu dans le business. Ouais. Et puis, comme j'étais un très bon élève à ce moment-là, j'avais envie de revenir dans un parcours plus traditionnel. Donc, j'ai fait un doc de droit, à l'époque ça s'appelait un doc, et une licence de sociologie politique. Et puis Ok. après, j'ai commencé ma 4e année en sciences politiques, Mhm. parce que j'ai découvert la philosophie politique, et j'adorais ça. La science politique, la sociologie politique, ça m'intéressait. Donc, Et attends, c'est intéressant ça. Pourquoi ça t'intéresse? c'est l'étude des systèmes, en fait. L'étude du système de pensée. Il y avait un certain nombre quand tu commences la philosophie politique, tu as un système de pensée et de réflexion, et c'est intéressant. Alors, moi, j'aime beaucoup les concepts. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup entre le détail et le haut niveau. Ouais. Et j'aime beaucoup manager des concepts. Et le concept de sociologie l'algorithmique, politique, tout c'est ce truc-là. intéressé. Moi, j'étais étudiant au début des années 90. Je crois que j'ai eu mon bac en 94, je ne vais pas dire de conneries. Donc, T'es jeune, ça veut dire. j'étais étudiant en fac à la Sorbonne au moment des révoltes étudiantes de 95 sur Ok. le SPIC Juppé. Donc, Oui. à l'époque Oh la vache. de la mairie de Paris. Ça ne me rajeunit pas ça, mais oui. Non, mais voilà, donc on était dans un moment où politiquement il se passait quand même pas mal de choses, Ouais. la lutte contre le Front National. Ouais, de ouf. Là, en l'occurrence, nous, en plus, à l'époque, je faisais du foot américain, donc on avait été appelés pour faire le cordon sanitaire anti-GUD, parce que Ah là oui. où on était dans le doc de droit, c'était au Gobelin, et on n'était pas très loin d'Assas. Et souvent, on avait le GUD qui débarquait pour aller choper des élèves et les fracasses. Ouais, je vois bien. Et donc, l'UNEF avait fait appel à des étudiants un peu baraques en disant on a besoin de vous protéger parce qu'on en a marre de voir des étudiants se faire éclater à la fac. Donc, c'était à ce moment-là, c'était un peu chaud à ce moment-là, donc c'était assez intéressant. Et c'est une matière qui est assez intéressante parce que c'est celle qui régit un peu nos vies de citoyens, donc c'est assez intéressant. Donc, j'ai eu une passion pour ça et j'avais besoin de creuser, bon, comme d'habitude. Donc, j'ai creusé, mais je savais très bien que je n'en ferais pas mon métier. Donc, c'était vraiment pour assouvir un besoin perso. Ouais, ça remonte à un truc, une quête un peu. Ouais, très bien. Et puis, comme tu sais, je suis musicien, donc la chanteuse de mon groupe à l'époque, elle était étudiante en langue et elle travaillait en temps partiel dans
un éditeur de logiciels à la Défense, qui fait partie du groupe IBM. Mhm. Et il cherchait au marketing quelqu'un qui était plutôt avec l'esprit bien fait pour travailler sur des données, sur ce qu'on appelait à l'époque le database marketing. Donc aujourd'hui, on appelle ça data science. Ouais, tout à Ça a fait. changé de nom à peu près Ouais. tous les 3 ans. Mais, et donc ça, c'était en 98. Et elle m'en parle. Moi, je commençais un peu à en avoir marre des études parce que c'était bon, voilà, à un moment donné, j'avais rencontré ma femme, il fallait qu'on commence à se poser. Donc Ouais. je savais très bien que je ne ferais pas de la sociopo ou de la Sciences Po à titre professionnel. Et donc, j'ai dit à ma chanteuse, ouais, donne mon CV. Il voulait surtout pas quelqu'un de formé école de commerce ou autre. Et tu me demandais ce qui m'a marqué, c'est mon premier gosse, Bruno Dubeux, il s'appelait. C'est un ancien de la BNP et responsable marketing opérationnel data. Il avait une vision très transverse du marketing. Alors, transverse, tu vas m'entendre dire 25 fois. Hein, donc, Et en même temps, c'est tellement clé, c'est ça. Et il avait compris que avant l'heure, on est en 98, donc on est à peine à l'époque du one-to-one, le Ouais, de ouf. marketing. Oh, la vache. Et il avait compris la valeur de la donnée et qu'à un moment donné, les entreprises allaient être très data-centriques. Donc Ouais. nous, on s'occupait des bases de données et aussi des événements. Peut-être un peu de dans les années 2000, télémarketing. même avant ça. Même. Ouais, en 98. C'est ouf. Fin 98, j'ai commencé. Donc j'ai fait mes premières armes là-bas, dans un contexte d'éditeur de logiciels rattaché au groupe IBM, donc principalement sur des ETL. Bon, bref, donc l'informatique, j'étais déjà dedans. Mon père était directeur informatique, donc j'ai toujours un peu Ça aide un dedans. peu. Et puis c'est comme ça que j'ai fait mes armes. Et puis une fois que j'ai appris mes bases, il était temps que je parte pour faire autre chose. Et là, j'ai vécu la dérégulation des télécoms chez Colt Télécom Ouais, oh la vache. à Paris. Ouais. C'est un opérateur télécom B2B. Mhm. Et là-bas, je drivais tous les centres d'appel, donc qui généraient énormément de données, Ouais. et le database marketing aussi, au sein de l'équipe marketing. Et puis, j'ai été repéré par le directeur informatique groupe, qui était un Allemand, et qui vous souhaitait mettre un projet CRM. Alors à l'époque, on appelait ça SFAEMA, donc automatisation des ventes et du marketing. Et je me suis retrouvé, mes fonctions françaises, plus directeur du projet version business, donc maîtrise d'ouvrage à l'époque, comme on appelait, pour l'installation de Oracle CSM Marketing sur toute l'Europe. Ok. Voilà. Et donc j'étais 3 jours par semaine à Londres, c'est là où j'ai commencé ma première expérience un peu professionnelle à l'international. Emma, elle avait à peine 1 an, 2 ans, je crois. Ok. Donc, et donc ça a commencé comme ça. Et après, j'ai jamais arrêté de faire et du business et de l'IT avec au milieu de la donnée. En fait, la donnée, c'est vraiment ça. Oui, qui t'es me un peu plaît. monsieur data quand même. Ouais. On peut dire ça. Hein. Ouais, BI, data, Ouais. la valeur Ouais, de la ça- data, et vraiment au centre entre le business et l'IT, parce que quand on gère des centres d'appel, on génère énormément de data. Ouais, bien sûr. Si tu as déjà travaillé avec des centres d'appel, tu sais que tu fais appel à des centres d'appel pour prendre des rendez-vous ou traiter des tickets ou faire de la vente, mais ça représente 10, 15%, 20% des taux de retour. Ouais. 80% des datas que tu vas récupérer, c'est des datas qui vont te permettre de mieux qualifier tes cibles, et si tu sais bien les utiliser, Ouais, bien sûr. derrière, donc tu mets en place des systèmes. À l'époque, ça n'existait pas véritablement Ouais. encore. Et donc, je me suis un peu pris de passion pour ça. Continue ton parcours. À Colt, donc chez Colt Télécom, je suis bien éclaté avec ce projet-là. Quand le projet, au bout de 18 mois, c'est fini, je suis revenu à mes fonctions françaises, et là, j'avais dû prendre 10 kilos, et puis là, le costume était un peu trop petit, quoi. Et puis surtout, j'avais des velléités de faire un peu de consulting, donc je suis parti de Colt. J'ai fait pas mal de choses. Pourquoi tu vas chercher consulting? Tu as envie de partager, d'aider? Ouais, parce qu'en fait, c'est le côté sociologique. J'adore Ouais, on y j'adore revient. analyser, analyser des situations, proposer des plans et mettre en œuvre des plans. Moi, je suis plutôt un conseiller de guerre, plus qu'un gestionnaire. Oui. Moi, ça m'éclate pas de gérer. Oui. Et donc, La deuxième partie, elle t'intéresse moins. ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir une problématique, de trouver des solutions, puis de partir d'un besoin de direction, Ouais, enfin d'une direction, Une trajectoire. ou d'une ligne de business. ouais, bien sûr. Et puis une fois que la question business est posée, il faut mettre en place un plan stratégique opérationnel, et après mettre en place des infrastructures. Ouais. Alors, ça peut être des organisations commerciales, organisations marketing, ou tout l'équipement IT et logiciel derrière. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Donc j'en ai fait un petit peu. J'avais travaillé avec plusieurs boîtes. Et puis je me suis rendu compte quand même que du consulting, oui, mais pas en agence, en fait. Moi, je suis plutôt client, en fait. Très clairement client. Donc après, j'ai travaillé pour une grosse boîte américaine qui s'appelle Pitney Bowes, qui fait de la machine à franchir. Et là, j'ai été très business. J'ai drivé la ligne de business des fournitures de bureaux pour l'Europe du Sud, donc France, Italie, Espagne, Portugal.
Je suis parti de cette société-là pour créer ma propre boîte à Paris. Ensuite, j'ai créé la filiale de ma boîte à New York. Donc, j'ai bossé pendant 1 an à New York et ma famille était à Lyon, ma boîte était à Paris. Donc, et puis, je suis revenu en France. Ma femme m'a dit, bah écoute, il y en a marre. Donc, nous, on est à Lyon, toi, tu es à Pétaouche. Donc, à un moment donné, Tu vas te calmer. Tu vas te calmer, tu restes. Et puis, donc, j'ai revendu mes parts à mes associés. Et puis, je suis revenu à Lyon. Et donc là, j'ai fait plutôt dans l'IT, business, un petit peu de business au départ, mais beaucoup dans l'IT. Et puis là, maintenant, je travaille pour une enseigne un peu connue. Une petite enseigne. Petite enseigne d'entretien automobile. Et je dirige ce que j'appelle l'IT et Digital Factory. Ouais. Donc, en gros, c'est tout ce qui est système d'information, data, BI, intelligence artificielle maintenant aussi, et digital pour le groupe sur les 53 pays. Ouais. En 51 pays, pardon. Juste ça. Oui, Tranquille. ça. Ouais. Ouais, ça va. Ok. Comment tu résumerais ton cheminement professionnel quelque part? Qu'est-ce qui te pilote à travers? Challenge. Ouais, mais ok, très bien. Mais ça, c'est un peu le mot classique. Mais si tu devais le développer plus, c'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui fait que tu vas plutôt à tel endroit que tel autre? Un homme, un projet. C'est quoi? C'est des rencontres? C'est Ouais. Un homme, un projet. Toutes les sociétés que j'ai faites sur les... j'ai 25 ans de carrière maintenant, un truc comme ça. Donc, on va dire sur les 20 dernières années, après la période d'apprentissage, Ouais. c'est... je rencontre quelqu'un qui sera potentiellement mon boss ou mon associé, qui a une idée que je trouve intéressante, sauf quand c'est moi qui monte ma boîte et quelqu'un c'est moi qui ai l'idée, mais c'est encore autre chose. Ouais. Mais par contre, et un plan et un projet qui m'inspire. Et qui m'inspire, mais pas que, qui m'inspire, qui me donne des idées et pour lesquelles je pense que j'ai une vraie valeur ajoutée. Ouais. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Si c'est juste être présent pour être présent, on s'embête assez rapidement. Ouais. Donc là, non, ça c'est un homme, un projet. Et dans nos sociétés actuelles, ça a été le CEO de ce groupe-là qui avait un projet auquel j'ai adhéré. Et donc, et je me voyais bien, dans ses besoins, je voyais bien ce que je pouvais faire. Ouais. Donc, il avait une vision qui est Tu voulais à ta place, quoi. Ouais. Il avait une vision qui était assez inspirante, très intéressante, avec un périmètre hyper large. Typiquement ce que j'aime. Ça marche. Voilà. Il y a des ratés, des foirages dans ton histoire professionnelle. Bien sûr. Un exemple? Quand tu fais confiance à un homme et à un projet, il faut que tu aies choisi le bon homme et puis le bon projet. Ouais, bien sûr. Donc tu démultiplies les chances qu'il y ait quelque chose qui foire, quoi. Ouais. Alors j'ai rarement été planté par les hommes parce que j'ai même moi comment dire, j'accroche assez facilement aux gens, mais j'ai un juge de paix qui est ma femme justement et elle sent tout de suite les gens et ouais. j'ai Elle appris. te dit Elle te Ouais, dit bah oui, elle me dit, elle n'hésite pas. Hein. Donc en plus elle me connaît, c'est que je peux me chauffer assez rapidement sur le projet au point d'éluder peut-être les aspects sombres de gens. Mais donc elle t'apporte une dimension presque objective. Ah oui, elle est très objective, très directe et puis très inspirante parce qu'elle connaît pas le business, donc elle n'est pas du tout. Donc elle reste rationnelle de. Ouais, et puis elle reste sur là où elle est forte, sur le sentir les humains. Et elle sait que moi, c'est pas forcément là où je suis fort, surtout quand je suis intéressé par un projet. J'ai tendance à éluder, à me dire que je vais pouvoir gérer, etc. Ouais, très bien. Et elle arrive derrière en disant non, mais là, j'ai repéré ça, tu devrais être un peu vigilant. Fais gaffe à ça, ouais. Et j'ai appris à faire confiance à ma femme aussi, là-dessus. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien, ça aide, hein. Ça libère l'esprit. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, double lecture, là. C'est ça. Ok. Non, mais c'est aussi ça. Donc, si tu parlais de se décrire sur les faiblesses, c'est ça, c'est que je peux m'emporter vite sur un projet et éluder des côtés ou des flags, des red flags que tu pourrais avoir sur des personnes ou sur des comportements ou sur une honnêteté intellectuelle. Moi, je suis hyper honnête et transparent. Ouais, t'es très entier. C'est ce que j'attends des gens en face, mais des fois, ils ne le sont pas tous. Et des fois, dis donc, t'es un peu politique, là. Des fois, ils ne le sont pas tous, ça que t'as vraiment dit? Mais après, oui, bon, ça va. Ouais, non, c'est tout. Moi, j'irais dire. Et sinon, non, l'important, c'est le projet et qu'on ait quelqu'un en face qui soit à peu près correct. Après, le projet, il peut être intéressant, on peut s'être planté. Moi, ma boîte aux États-Unis, ça n'a pas pris. C'était un autre fournisseur de produits qui nous avait financé la filiale aux États-Unis. Et en fait, il avait, dans son analyse, on avait un modèle de vente qui marchait très bien en France, mais qui ne pouvait pas marcher en fait, aux États-Unis parce que le circuit de décision était beaucoup plus long qu'en France sur les produits qu'on avait à vendre.
Et donc, ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas savoir au départ. Ouais, bien Et sûr. je faisais confiance en l'analyse de mon fournisseur. Ouais. Et là, en l'occurrence, l'analyse était erronée à ce moment. Donc, on s'est rendu compte Sauf que très tu fais vite. confiance, quoi. Ouais, alors on a essayé de faire les choses proprement et on a fait à peu près les choses proprement. Puis quand je suis revenu, j'ai eu l'ultimatum de madame. Donc, de toute façon, c'est pas plus mal que ça ait raté. Et parce madame, que- c'est un peu un Ah bah c'est un vrai ajustement. baromètre. Bah, c'est une compagne de vie depuis Ouais. plus d'un quart de siècle. Donc, Ah, c'est beau. C'est beau, ça. forcément, tu Tu vas l'intègres faire avec. Ouais, t'intègres. T'es prof aussi. Je suis prof aussi, ouais. Raconte déjà, en quoi, t'es prof en quoi, et ensuite, pourquoi tu fais ça? Alors, je suis prof à l'ISECCOM C'est beau, ça. à Lyon. Je suis intervenent plutôt, c'est Oui, ça. En fait, je suis ça prof, va. mais je suis pas prof de métier. Enfin, Oui. je Oui, prends- intervenant, peu importe. Voilà, je prends des En tout cas, congés, tu des enseignes. RTT. Tu éduques, tu enseignes, peu importe Ouais, le c'est terme. ça. En école post-bac, communication digitale. Ouais. Alors, ce que j'enseigne, c'est principalement 2 classes en 5e année sur. Donc, c'est pas des gamins, quoi. Non, c'est des jeunes professionnels qui s'apprêtent à se lancer. Ouais. Donc, en 5e année, j'ai un cours sur le data-driven marketing, étonnamment. Ouais. Donc, tout ce qui va être analyse de données. Donc, j'essaie de leur expliquer un peu de comment on construit des bases de données et puis comment on utilise les données. Donc, c'est un mi-chemin entre de la data vise, de l'analyse de données, de la structuration de bases de données. Bref, j'essaie de les construire sur quelque chose qui c'est pas forcément leur cœur de métier, Ouais, de ouf. mais qui vont avoir tous les jours au travail. J'aurais une question tout à l'heure, mais oui, bien sûr. Et puis sur les 4e années, j'ai un module que j'ai démarré cette année sur l'intelligence artificielle, sur l'optimisation des prompts, en fait, en intelligence artificielle. Le prompt engineering. Voilà, j'étais en cours hier sur une des classes, Ok. et deuxième jour de cours, puisque c'est des jours entiers, donc il y a 2 fois 7 heures de cours. Et c'est intéressant de les voir travailler là-dessus, parce que ils ont une vision, les élèves de l'IA, qui est une vision de consommateur particulier. Or, surtout sur la génération actuelle, ce sont ceux qui vont se prendre en pleine claque, une grosse claque professionnelle avec l'intelligence artificielle. Ah, bah, c'est intéressant, ça. Parce que tu dis, ils ont une vision particulière, ils vont se prendre une claque. Ils ont une vision de consommateur. Ah, développe, Donc, ça, c'est intéressant. quand tu leur parles, ils vont connaître ChatGPT parce qu'ils l'utilisent pour tricher au travail, Pour à tricher l'école. partout. Ils vont générer un peu d'images, Ouais. ils font un peu de trucs, mais finalement, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas forcément une grosse expérience de l'intelligence artificielle. Ouais, ils l'ont abordé juste en surface, quoi. Alors l'histoire, même pas en rêve, mais en tout cas sur l'utilisation ou le mode de fonctionnement, ils ont tendance à le prendre vraiment au premier degré, intelligence artificielle, c'est-à-dire intelligence. Bah non, c'est pas dire ça, mais bon, bref, on va pas rentrer dans le cours, mais Ouais, c'est vrai. mais par contre, donc c'est ça. Et donc nous, l'objectif, c'est de leur expliquer. Et donc moi, ce que j'essaye de faire dans mon cours, c'est de caler la différence entre leur utilisation en tant que consommateur du prompt et l'optimisation d'utilisation du prompt dont ils vont avoir besoin professionnel, parce que c'est ce que je leur explique en cours. Ils sont dans une génération où l'intelligence artificielle, elle arrive, elle est déjà présente en entreprise, mais il y a pas Elle encore commence, de elle n'est pas cursus. partout. Hein. Non, mais elle commence, Ouais. elle commence et ça va vite, Ouais, encore ça plus va- vite encore que l'Internet qu'on a Ouais, ça va connu très, nous. très vite, bien sûr. Et on va avoir une autre. Enfin, leurs études, eux, ils arrivent en 5e année, donc ils ont terminé leurs études, ils sont professionnels. Ils vont se prendre la claque professionnelle et eux, on ne va pas leur demander de faire ChatGPT pour faire un devoir. On va leur demander de faire du prompt, de faire de l'optimisation Bien de sûr. texte. D'aller beaucoup plus loin, bien sûr. Pour optimiser des textes en SEO. Ouais. On va leur demander peut-être d'utiliser des prompts pour pouvoir faire du traitement de données Ouais, bien sûr. en informatique production. Enfin, donc il y a plein de trucs qui sont en train de se faire et ils n'ont C'est ça pas que de t'appelles la formation. claque ? C'est Ouais, la- c'est ça la claque. C'est-à-dire qu'ils vont vivre une révolution et ils n'ont pas été préparés en cours puisque les cours, ils ne sont pas encore prêts. De la même manière que nous, quand on a démarré et qu'Internet a démarré, il n'y avait pas d'école de communication sûr. digitale. Ouais, bien sûr. Et on a appris sur le tas. Il a fait ouais, bien sûr. Donc ça a créé plein d'opportunités dont on a pu s'en saisir. et faire des choses. Ça a créé aussi pas mal de réorganisation dans les entreprises, parce que les entreprises moi quand j'ai démarré en 98, elles n'étaient pas du tout organisées de la même manière qu'aujourd'hui par rapport à Internet, très clairement. Ouais. Et donc, moi je me rappelle les sacs de courrier d'NPAI dès qu'on faisait un mailing. Bah, ouais, de ouf. Donc, la vache, ouais. les pointages En manuels. fait, faut pas faire ça, ça nous vieillit un peu quand tu fais ça. Ouais, mais c'est intéressant parce que je trouve que la génération d'aujourd'hui, celle qui va démarrer, ceux qui sont en 3e, 4e et 5e année aujourd'hui, ils vont sortir de leur vie d'éducation sans avoir été préparés à une énorme claque qui va leur arriver sur la tronche là tout de suite, qui s'appelle l'IA, et les transformations que ça va avoir sur les entreprises. Ouais. Et donc, le rôle des intervenants externes, puisqu'on est un peu plus mobile dans la façon de faire vivre le cours, il faut les préparer un petit peu à ça, surtout sur des années comme les 4e. Ouais. Ton sentiment Oui, Parce que l'autre jour, il y a 2 jours, hein, Oui, il y a quand 2 jours. on mangeait, tu disais quand même, il y a peut-être un petit
pour certains, un réflexe un peu de flemme. Tu te rappelles de ça? Oui. Bah, en fait, c'est générationnel, la flemme. Enfin, quand je dis Explique-toi. générationnel. Ouais, c'est pas une logique de dire qu'on est des vieux cons. On est un peu des vieux cons. C'est vrai. mais en fait, c'est une question de rapport à la donnée, justement. Ouais. C'est ce que je t'expliquais il y a 2 jours. Nous, on est dans une génération où, quand on se posait une question, où on avait besoin d'une information, il fallait la chercher. Et donc, notre effort était d'aller rechercher de l'information. Donc, c'était, tu te posais une question en classe, il fallait attendre que tu sortes de l'interclasse, que tu ailles au CEO qui était ouvert 45 minutes par jour, et que tu recherches de l'information. Et donc, au final, l'effort, c'est la recherche d'information. Et tu as énormément de temps pour assimiler l'information, l'analyser, la déconstruire, la reconstruire. Bref, la génération d'aujourd'hui, enfin là ça commence à faire un petit moment, mais la génération d'aujourd'hui, c'est une génération où le système est complètement inversé. Aujourd'hui, ils ont les informations avant même de les demander, en fait. Ouais. Et l'effort, c'est plus un effort de recherche, mais un effort justement de traitement et de se couper et de se dire maintenant je prends du recul et j'intègre l'information. Et l'effort, c'est la digestion, c'est pas l'ingestion. Et nous, on avait un effort à faire sur l'ingestion. Eux, ils ont un effort sur la digestion. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Et moi, ce que j'explique aux élèves, alors là, pour le coup, tous les élèves que j'ai, 4e ou 5e année, c'est vos parents, n'oubliez pas que vos parents, eux, leur problème, c'était de chercher de l'information. Et vous, aujourd'hui, c'est de recueillir l'information. Et ça crée d'autres dangers aussi. Moi, je leur explique, tous les jeudis soirs, ils font la fête et ils se prennent en photo sur les réseaux sociaux. Moi, quand je recrute des chefs de projet, ils sont à peine plus âgés qu'eux. On va regarder quand même ce qui se passe. Moi, tu peux chercher, tu ne trouveras pas une photo de moi déchirée. Quand j'étais étudiant, c'est pas beau ce qui se passe. Quand on était étudiant, on faisait la même chose qu'eux. Mais sauf qu'il n'y avait pas de traces. Alors, tu ne les trouveras pas, ces traces-là. Ou alors, c'est quelqu'un de malhonnête. Normalement, j'ai fait. C'est un mec qui a publié des photos d'il y a 30 ans. C'est ça. Mais non, sinon puis copain d'avant, ça marche plus. Donc, exactement. Non, mais c'est ça la logique. Et nous, notre rôle, tu penses qu'il y a un vrai danger, quand même, oui. Des nouvelles générations face à ça, quoi, à ce tsunami d'infos, de data, de machin, et de la capacité à dire. Parce qu'en fait, le jour, tu en parlais très bien sur. Évidemment que c'est humain, tu as plein d'infos. Pourquoi te faire chier à la traiter? Tu prends tout, tu te casses pas les couilles à réfléchir, à challenger, à vérifier. Ah mais c'est quoi la valeur? Dans ces cas-là, oui, tu vas être remplacé par une intelligence artificielle parce que l'intérêt du cerveau humain, c'est justement l'intelligence, au sens. Ça sous-entend que le nom n'est pas bon, intelligence artificielle? Ah oui, l'intelligence. Alors, prendre le cours. Tu as deux types d'intelligence. Tu as ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'on a des technologies qui existent. C'est une technologie d'experts. C'est-à-dire qu'on a fait des réseaux neuraux pour créer un réseau d'experts. Ils pensent d'une certaine manière pour aboutir à un certain résultat. Ouais. Donc ils sont délimités finalement par les éléments que tu les fais ingurgiter. Ouais. L'intelligence générale, ça c'est R2D2, c'est C3PO, c'est comment dire, Skynet, tous ces trucs-là, ça n'existe pas aujourd'hui. Non. Et ça, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire que le moment où technologiquement, la machine pense par elle-même à des émotions et est en capacité de réagir. Ouais. Pour l'instant, ce qu'on fait, non, sur les trucs spécialisés, c'est qu'on va très très loin dans la technologie. Mais globalement, il va reproduire des situations. C'est un copier-coller. Voilà. En vrai, c'est quand la partie d'échecs de Kasparov, la machine gagne. Déjà, premièrement, elle gagne parce qu'il y a un bug. Ça a été découvert après. Mais la machine gagne parce qu'elle a ingurgité énormément de coups. Et donc, elle sait prévoir parce qu'elle a une grosse mémoire et elle a une capacité de traitement qui est extrêmement importante. Et on lui a donné une granularité d'événements qui fait qu'une situation peut ressembler quasiment à une autre, mais il y a toujours un petit élément qui change. Et si on lui donne ce niveau de granularité, elle va juste reproduire la bonne situation. C'est juste ça. Et il y a une raison aussi pour laquelle la machine elle a battu l'homme aux échecs et au Go, qui sont le Go, c'est une version encore plus évoluée que les échecs en termes de nombre de possibilités. Par contre, tu n'as pas une machine qui a battu quelqu'un au poker, par exemple. Absolument. Parce qu'au poker, tu as le bluff. Et le bluff, c'est un élément qui est humain, qui est... Là, tu joues avec l'émotion, voilà, avec plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc... Mais du coup, j'ai un pote, directeur technique, qui lui raconte l'IA en disant c'est un peu comme un collègue ultra cultivé, mais hyper con. Tu dirais la même chose, toi? Ça dépend ce que tu appelles la connerie, en fait. Mais ta lecture, si tu devais, toi, raconter de manière très vulgarisée ce que c'est que l'IA, aujourd'hui. L'IA, c'est
c'est une grosse baignoire dans laquelle il n'y a pas de trou. J'étais pas prêt. C'est une grosse baignoire Dans laquelle il n'y a pas de trou et que tu remplis d'eau, une grosse baignoire de la taille d'une piscine et puis qu'il n'y a pas de trou. Ok. C'est-à-dire qu'il va garder en mémoire et plus tu vas la remplir et plus tu vas pouvoir profiter de ton espace marin. La raison, c'est Il y a de la quoi mousse ou pas? Alors, tu peux mettre de la mousse si ça te fait plaisir, pas de problème. Hein. Ouais, c'est gentil. Tu peux faire champagne aussi, Ah oui, très bien. bière ou comme tu veux. Très bien. Non. La logique de l'IA, c'est que tu avais des limitations techniques qu'on a pu, donc capacité de disque. Aujourd'hui, Internet a été un gros accélérateur de l'IA parce que Internet a démultiplié les sources de données. La data, ouais. Donc, on parle de big data, on sait qu'il y a des trillions de données qui sont faites tous les jours, il y en a pas, on n'en capte pas la moitié, etc. Et donc, ça alimente l'IA, c'est juste un catalogueur en fait. Et au départ, tu vas avoir des nuances, tu vas avoir que des couleurs primaires, et puis après, tu auras de plus en plus de nuances, et de plus de nuances, et de plus en plus de nuances. Ouais. Et c'est le côté innombrable des nuances qui fait qu'à chaque fois que si tu arrives à bien identifier ou à bien cultiver, bien éduquer ton IA, il va pouvoir trouver la bonne situation à la moindre variable possible de ta situation. Ouais. Et en fait, c'est une multiplication du scénario. Et donc, c'est aussi pour ça que ce qui est intéressant quand tu analyses un peu l'IA, c'est qu'au départ, les premières machines ou les premiers systèmes d'intelligence artificielle étaient faits par IBM, Packard, enfin, c'est que des grosses boîtes qui faisaient de la technique, et qu'aujourd'hui, c'est plus du soft. Parce qu'on n'a plus de problème technique pour garder la donnée. Tu as des énormes centraux data centers spécialisés pour ça, Nvidia qui fout des puces partout. Et donc la capacité de traitement, elle est là, la capacité de stockage, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ça j'en parle en 5e année, la technologie du disque dur qu'on utilise, alors le SSD, on n'est pas encore prêt, hein, mais la technologie du disque dur aujourd'hui, c'est une technologie qui a 50 ans. C'est la préhistoire en informatique. Ouais, de ouf. Et donc, la notion de disque dur qui nécessite de l'énergie pour tourner et de l'énergie pour pouvoir la garder à température, ça fait qu'aujourd'hui, les data centers, c'est un peu un problème écologique majeur. Sans être, en plus, par les temps qui courent, c'est aussi une bonne cible parce que ça se voit de loin et de haut. Et donc, ça devient une cible militaire, au même titre que les câbles marins, Internet. Et donc, aujourd'hui, les data centers sont limités par la technologie qui date de 50 ans. Et on attend avec impatience la marche technologique qui va, à mon avis, faire évoluer les choses en termes d'intelligence artificielle, plus par aller vers du général. Mais le général, on n'est pas prêt d'y être encore. On n'est pas prêt d'avoir une machine pensante parce que on est de plus en plus fin sur l'IA spécialisée. Parce qu'on sait faire des réseaux de neurones, adapter des réseaux de neurones par rapport à ce qu'on veut faire. Il y a une théorie, en ce moment, j'ai vu une vidéo YouTube qui est assez intéressante sur l'arbre de pensée pour la gestion des prompts, justement. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant, qui est toujours basé sur le contexte. Je fais un prompt avec un rôle, un contexte et une tâche. Ouais. Mais en demandant, en fait, dans le rôle qu'on donne à l'intelligence artificielle, de prendre un rôle de groupe d'experts, en fait. Et on va lui dire, t'es pas une entité unique, tu représentes 3 experts différents, qui ont des opinions différentes et qui ont des méthodes de pensée différentes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'être précis, mais on reste encore dans un nuancier, quoi. On crée une nuance de ton. Bien sûr. Et pour l'instant, la pensée humaine, elle a ses finesses, qu'elle n'est pas limitée par son savoir. Qu'à 2 situations identiques, tu peux réagir de manière complètement différente et pour des raisons émotionnelles. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc je vais te dire, je vais réagir d'une certaine manière et le lendemain, je vais réagir d'une autre manière. Parce que je serai de notre humeur. Et pourtant, le contexte sera absolument identique. Et ça, la machine n'en est pas là. C'est mon plaisir. T'es confiant quand même sur ce que l'humain va en faire là? Non. J'aime bien ça. Développe. L'être humain, par principe... J'aime bien ces cas. Bah oui, c'est vrai. Ouais. On a alors, ça fait très, pour le coup, film de science-fiction de dire ça, mais on a une fâcheuse habitude dans l'être humain, c'est de faire le pire. Au final, on aboutit toujours un peu, on fait du bien, mais avant de faire du bien, on fait quand même pas mal de mal. On saccage un peu le bordel. Et puis, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, on peut vraiment s'inquiéter. Oui. L'IA est un outil qui va être assez intéressant. Ça crée des opportunités en business, ça tue aussi des métiers, on en parlait il y a 2 jours. C'est à la différence d'Internet. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que quand tu as une société avec des gens qui ont des capacités
intellectuelle de faire des choses. Et t'en as d'autres qui n'ont pas forcément ces capacités intellectuelles, mais il faut leur donner du milieu du travail aussi. Ouais. Il faut ils apportent de la valeur à la bien sûr. société. Quand Internet est arrivé, il y a eu une restructuration professionnelle. Il y a des métiers qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont apparus. Mais dans les métiers qui sont apparus, il y avait par exemple des métiers de mécanique, postier, tous les métiers qui sont autour de la poste, qui ne va pas très bien aujourd'hui, le courrier physique. Il y a eu un transfert vers le colissage, par exemple. Et donc, au final, on a quand même créé de nouveaux métiers qui sont adaptés sociologiquement à toutes les strates de travailleurs. L'intelligence artificielle, elle a ceci de particulier qu'elle crée, elle détruit tout un tas de métiers qui sont considérés comme des métiers basse valeur ajoutée. Alors, en fait, c'est pas vrai, mais en fait, des métiers d'automatisation. Oui, bien sûr. Assistante juridique, juridique, par exemple, où l'objectif, c'est de concentrer pour un cas particulier tout l'historique de jurisprudence, etc. Ça, c'est des métiers qui vont disparaître parce que l'IA le fait très bien. Ouais. Par contre, les métiers, il y a tout un tas de métiers qui vont se créer aussi, mais les métiers qui vont se créer ne sont pas forcément des métiers à valeur ajoutée, enfin, sur lesquels il y a le prompt, par exemple, il faut savoir faire le prompt. Il faut avoir des compétences de compréhension du prompt et de faire le prompt. Ouais, bien sûr. Et donc, ça veut dire que les métiers qu'on va faire disparaître ne sont pas forcément des métiers qui vont être remplacés par d'autres. Derrière. C'est ça le risque en fait, sur l'IA. Et le problème, c'est que l'IA va très vite. Moi, quand je discute dans le club des DSI là, à Lyon, il y a des DSI, on leur dit nous, on n'est pas prêts pour l'IA, mais ça vient du conseil d'administration qui nous dit vous me mettez l'IA. Et donc, quand ça vient comme ça, l'IA, elle n'est pas forcément intégrée dans une roadmap, dans une logique. C'est plus une urgence, bien sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que opérationnellement, aujourd'hui, l'IA, elle est là. Il y a des métiers comme les graphistes internes. Alors, toi, tu es une agence, mais en interne, quand tu prends un service graphiste, et son métier, c'est de faire du détourage par la journée, il n'y a plus besoin aujourd'hui dans ces métiers qui disparaissent. Le rédacteur SEO, pareil, aujourd'hui, il y a des outils qui sont optimisés par l'IA, qui permettent non seulement d'analyser ta page dans la concurrence, et puis surtout d'être beaucoup plus rapide dans la production. Bah oui, bien sûr. Et ça, c'est le sens de l'histoire. Donc, ces métiers-là vont disparaître. Alors, mais tu vois, pour rebondir sur l'histoire des contenus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que demain, les contenus, ils sont tous produits par des IA, et quelque part, tu vas perdre en identité, tu vas perdre en authenticité, tu vas perdre parce qu'il va falloir quand même piloter un prompt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail dans le contenu, ça va être la manière dont tu gères le prompt. Donc on en revient quand même à l'humain qui pilote ce putain de Et quand tu regardes les étudiants, pour reboucler ce qu'on disait sur les étudiants, quand je les vois sur GPT, ce que je leur fais là, ce que j'ai fait hier dans le 2e jour, j'ai un premier jour où je fais plutôt l'histoire de l'IA, je leur explique d'où ça vient, et justement, leur expliquer justement comment sont alimentés les IA avec les réseaux de neurones, parce que derrière, ça a une logique opérationnelle. Quand tu as compris comment fonctionne une IA, tu sais bien la diriger sur le prompt, tu sais pourquoi il faut contextualiser, pourquoi tu peux lui demander de l'aide, etc. Mais aujourd'hui, le challenge, il est sur le prompt. Quand tu vois, moi, ce que je leur fais faire, le premier atelier que je leur fais faire, c'est de reprendre un prompt qu'ils ont fait dans le passé, même récent, sur ChatGPT, et de refaire la même chose dans une nouvelle conversation, mais en utilisant la technique que je leur donne. Et le résultat, à chaque fois, c'est rien à voir. Et ils réagissent comment, ça? Pour le coup, ils sont bien. J'ai un peu fait résonner les couloirs des lycées de com, parce que comme j'essaie de les accrocher sur une matière qui ne serait pas forcément accrocheuse, je leur fais découvrir des IA. Donc là, je leur ai fait découvrir Suno. Donc c'est du prompt, ça marche bien, forcément. Prompt et musique. Et les mecs, ils étaient comme des fous hier encore. Tu avais de la musique de partout dans le lycée parce qu'ils font. C'est génial. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est les fait travailler dans le bon sens. Pour revenir sur un thème et un sujet que tu affectionnes tout particulièrement, la data. Parce que tu es dans un club de DSI, puis tu as quand même une jolie expérience, de manière générale. Merci. C'est vrai. Tu dirais que les boîtes, de ce que tu en devines, ce que tu en sais, ce que tu as vu, les entreprises de manière générale, donc pas les boîtes forcément par lesquelles tu es passé, mais de manière générale. La data dans les boîtes aujourd'hui... Ça commence à être un vrai sujet. Ouais, mais tu dirais que c'est pour l'instant, elle est bien gérée, c'est encore le bordel? Non. Oui. Tu vas faire une phrase complète ou pas du tout? Oui, vas-y. Du coup, c'est quoi? C'est encore le bordel et ils n'ont même pas conscience. Enfin, c'est quoi ta lecture de la data dans les PME, les ETI en France? Ou même les grands groupes d'ailleurs? Alors, ta lecture, comme ça, si t'es cash. C'est le bordel. Mais les gens commencent à savoir qu'il y a une vraie valeur. Donc il y a une vraie volonté. Ils commencent à voir. Ouais.
Il y a une vraie volonté, d'aller dans ce qu'on appelle le data-centric. Ouais. Donc ils sentent qu'il y a un truc à faire. Ouais. Par contre, ils ne sont pas forcément conscients de leur point de départ. Et chaque entreprise a un point de départ. Ouais. Et de l'effort plus ou moins important Ouais. qu'il faut traiter pour ce truc-là. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais. Les opérationnels longs, il y a eu, dans la logique de développement, on est passé par de la BI, donc on avait besoin d'avoir des données chiffrées. Bien sûr. Ça tombait bien, il y avait des projets CRM qui permettaient de... D'ailleurs, ça a pouvoir provoqué traiter. déjà une petite stratégie data-centrique, Ouais. la BI. Oui, En oui. fait, pour le coup, un dirigeant, il voit bien qu'il a ce besoin. Donc, en fait, et tu as besoin de la data pour Ouais, ça. mais ça monte. Au départ, les besoins de reporting, les tableurs, c'était les opérationnels. Après, Exactement. c'est arrivé dans les directeurs de département, Exactement. donc les reporting, les KPI, ça permettait aux dirigeants d'entreprise, etc. Et là, on a passé un cap, je trouve, on est passé de la business intelligence à la data intelligence. C'est-à-dire que la data devient, dans les phases, on fait une analyse du passé. Donc, c'est typiquement, j'ai une analyse de mon forecast une fois qu'il est passé, j'en suis où par rapport à mes objectifs. Ça, c'est des éléments de la passée. Après, c'est qu'on analyse des campagnes marketing, on va essayer de reproduire, on va dire qu'est-ce qui a marché ou pas, et je vais adapter ma prochaine campagne à mon leçon. Donc, on est un peu plus dans le proactif. Ouais. Et après, on est dans le prédictif. C'est-à-dire qu'on va mettre une situation en place, on va créer un scénario où on va mettre en place un certain nombre d'actions qui vont permettre à sa cible de se comporter comme on veut qu'il se comporte. Ouais. Et là, on est sur du prédictif pur et dur. Et c'est ce que les entreprises cherchent à faire aujourd'hui. Et c'est vers là aussi... Donc, il y a une vraie mutation quand même. Voilà, et les analyses de données commencent à passer au conseil d'administration maintenant. Ouais. On commence à être de plus en plus dans l'analyse de ces informations-là parce que c'est prévisible, parce que c'est gérable et parce qu'on commence à avoir suffisamment de leviers pour pouvoir être proactif dans là où on veut driver ces groupes, quoi. Donc, il y a une vraie volonté des entreprises vers le data-centric. Toutes les entreprises, mais par contre, les gens, les conseils d'administration, quand ils veulent aller vers là, ils ne se rendent pas forcément compte de leur point de départ. Ouais. La fameuse maturité. C'est ça. Et donc, il leur faut des dirigeants, des CDO ou des DSI qui sont pour le coup conscients. Ouais. Tu as des théories. De les acculturer et de leur dire la vérité, quoi. Bah oui, il faut leur dire la vérité parce que le data-centric, je pense que c'est une bonne chose que toutes les sociétés y aillent, mais tu ne peux pas le faire correctement si tu ne connais pas bien ton point de départ. Quoi. Bien sûr. Et le point de départ, des fois, il faut faire des petites victoires. Mais c'est important. C'est important. Grave. Mais les données, aujourd'hui, peut-être qu'elles ont besoin de beaucoup de nettoyage, d'être formatées, etc. Mais les entreprises, elles ont des richesses dans leurs données, et elles ne sont pas forcément exploitées, très clairement. Ça, c'est une réalité aussi. Ouais, clairement. Je vais revenir à l'IA 2 secondes. Sur tu suis un peu les réseaux, les machins, les gens qui prennent la parole. Et surtout, je vais rester sur l'IA, parce qu'en fait, c'est le thème du moment, et clairement... On a le temps, on a 9 minutes encore. Non, je sais, parce que là, tu me fais sur ce sujet où je vais partir pendant 3 heures. Ah, c'est bien. Non, mais justement, les réseaux, les machins, tous ceux qui prennent la parole au quotidien sur l'IA, c'est magique, ça fait tout, ça fait papa, maman. C'est quoi ta lecture de ce truc-là, déjà, de ceux qui surfent sur ce truc-là? Parce qu'il y a, je t'apprends un, il y en a quand même beaucoup qui disent ça. Déjà ça. Deux, qu'est-ce que ça envoie justement à des dirigeants qui, pour l'instant, ont un défaut de maturité et de compréhension et qu'entendent H24 des gens qui disent l'IA, c'est magique, etc. Ta lecture de ce mécanisme-là de, je veux dire, bullshit, mais alors, je ne veux pas non plus t'influencer sur ma lecture, mais tu as compris ma question. En fait, tu as 2 situations, et tu as plein de variations, mais globalement, tu as 2 situations. Tu as la situation où l'IA rentre dans l'entreprise par ses opérationnels. C'est les opérationnels qui découvrent l'IA, qui l'intègrent parce que c'est plus simple. Ouais. On va faire des images plutôt que d'acheter des images. Ouais. On va en informatique traiter notre data, machin. Voilà, faire des flux de données, essayer d'identifier des scénarios de nettoyage avec de l'intelligence artificielle, ça permet d'aller plus vite et que c'est plus économique, etc. Donc, tu as des entreprises où ça vient de l'opérationnel. C'est concret, et donc, dedans, tu as 2 subdivisions. Tu as l'entreprise où tu as le management qui voit ça d'un bon œil et tu as le management qui ne voit pas ça d'un bon œil. Ouais. Et donc, ça avance plus ou moins bien. Après, tu as des entreprises où, au niveau opérationnel, on ne s'est pas vraiment posé la question, mais tu as un dirigeant ou un conseil d'administration qui dit « Moi, mes concurrents, ils font de l'IA, il faut qu'on fasse de l'IA. Ouais, » Et donc, ils vont voir le DSI, ils disent « Moi, je vais faire de l'IA. » Le DSI dit « Ok, mais pourquoi faire ?» Je ne sais pas, il faut faire de l'IA. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, on est dans une logique qui n'est pas très bonne non plus. Donc là, j'ai pris exprès les 2 extrémités. Et au milieu, il y a plein de variations différentes. En règle générale, on essaie dans l'entreprise d'y aller un peu mollo sur l'IA.
Mais on se rend compte après qu'il y a des choses qui se passent. Après, on a aussi, alors, je ne veux pas parler des commentateurs, parce qu'il y a des chaînes YouTube qui sont extrêmement intéressantes sur l'IA. Bien sûr. Il y en a d'autres, c'est un peu du flanc, mais en tout cas, il y en a qui sont très intéressantes là-dedans. Moi, quand j'ai préparé mon cours sur l'IA, je me suis pas mal bouffé de ça. Et même en français, parce que Bien aussi sûr. ça, il y a quand même des YouTubeurs français qui sont assez intéressants. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup plus en Angleterre, parce que en anglais, tu as une documentation beaucoup plus large. Mais en français, tu as quand même des gens qui sont assez sympas, quoi. À chaque fois, j'essaye de réfléchir à des noms, ça ne me vient jamais en tête. C'est pas grave. Mais bon, donc on a quand même du potentiel là-dessus. Quand on vient sur l'entreprise, comment dire, la bonne logique, c'est celle qui est entre les deux, en fait. Où tu as la direction qui vient. Alors, c'est ça que je voulais dire. Parce que je m'étais perdu dans ma pensée. C'est pas grave, t'as retrouvé. Tu as une autre dynamique aussi qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tous les opérateurs de systèmes d'information, Salesforce, SAP, intègrent de plus en plus l'IA dans leurs solutions pour permettre, en fait, avec une vision très UX/UI en fait, d'utilisation. Tu as Salesforce, notamment dans Tableau, dans MuleSoft, qui est son ETL, Tableau, qui est son outil de BI, ou son marketing automation, intègre de plus en plus une notion de ce qu'ils appellent le langage naturel. C'est-à-dire que je suis dirigeant d'entreprise, je vais poser une question à mon système, et puis mon système va faire. Et donc, ils utilisent des agents IA pour pouvoir justement transformer l'interface, en fait. Voilà, le discours, le langage naturel, donc un texte, le besoin, en fait, en action de la part de leur système. Et ça va dans le sens, ce fameux no-code dont on entend parler vachement, mais ça s'accompagne là-dedans. C'est-à-dire de se dire que maintenant, la prochaine génération d'outils informatiques, on est passé de plateformes où on a besoin de l'informatique pour pouvoir les mettre en place et de faire fonctionner. Là, on est passé notamment avec des outils comme Salesforce, où on n'a pas besoin de système on n'a pas besoin d'équipe informatique pour installer un logiciel. Même maintenant, on va même plus avoir besoin d'experts pour piloter ces logiciels. La réalité, c'est qu'il y aura toujours des mecs qui vont chevronner parce qu'il faut préparer la donnée. Exactement. Donc c'est pour ça que la donnée devient de plus en plus centrale. Bien sûr. Et puis les mecs pour piloter ce truc-là, pour être garant un peu. Donc je te dirais que l'IA va, il y a beaucoup d'événements qui se passent, de systèmes qui se passent autour de l'IA qui vont forcer les entreprises à utiliser de l'IA. Voilà. Parce que quand un boss, tu vas avoir un PDG d'entreprise qui va lui dire, dans ton logiciel de BI, il suffit que tu lui poses la question que tu veux et il va te sortir ton report. C'est comme s'il discutait avec un chef de projet BI et un data analyst et qui va lui sortir son report. Là, il va juste taper son besoin et derrière, le logiciel va le faire. C'est du gain de temps aussi parce que ça permet aussi du pilotage d'informations. Après, pour redire ce que je te dis, pour fréquenter un certain nombre de dirigeants qui débarquent en disant moi, je voudrais un outil et machin, etc., qui pilote ma data et en sortir ci, ça. Et après, tu dis OK, on va dire, elle est où ta data? On va regarder un petit peu. Et puis en fait, tu découvres, et lui aussi d'ailleurs, mais ça rejoint ce que tu disais. Et du coup, cette data, elle est en fait dans un outil SaaS ou machin, etc. Ou dans plusieurs outils aussi. Souvent même beaucoup d'outils dont il n'a même pas idée. Sa data, elle est hétérogène, elle est perdue partout. Et puis là, tu lui fais comprendre, c'est ce que tu dis en fait. Tu dis, en fait, c'est encore une fois dire la vérité à un dirigeant en disant, en fait, ta data, elle est partout. D'ailleurs, il y a des endroits où on ne sait même pas où elle est. Et il va falloir réconcilier tout ça avant même d'imaginer quoi que ce soit d'autre. Et d'un coup, il découvre son écosystème en disant, waouh, mais comment ça? Donc après, il appelle son DSI qui dit, ah oui, mais en même temps, c'est tel service qui a fait son truc dans son côté, et puis ils ont développé leur patch, et là, tu te rends compte du bordel, en fait. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut que les entreprises se dotent de gens un peu comme nous, ou comme moi en l'occurrence, où c'est des gens qui vont pouvoir imaginer des systèmes ou un plan de bataille avec des petits gains. Un plan de bataille, c'est très juste. Des quick wins en fait. Exactement. C'est ça l'idée. Ouais, t'as raison de ouf. C'est-à-dire que tu sais que tu as une destination finale qui va aller vers une intégration data center complète. Mais il y a un petit chemin avant. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne va rien se passer en livrable entre le moment où tu commences et le moment où tu finis. Il faut voir comment. Mais il y a un point de départ. Oui, il y a un point de départ. Et aujourd'hui, il y a une vraie course aussi, parce que dans l'environnement concurrentiel des entreprises, il y a toujours des entreprises qui ont démarré. Bien sûr. Donc il y a une course aussi quelque part, et le temps il est assez compté. Et puis il y a un bruit marketing de ouf
où tu te dis, oh putain, mais c'est un TGV qui est en train de passer, il faut que je le chope, quoi. Il y a ce truc-là, quand même. Non, mais et puis de la même façon que je dis aux élèves que l'intelligence artificielle, ChatGPT n'est pas que là pour faire des devoirs, il peut aussi vous incentiver ou vous challenger faut demander de l'aide. Ouais, de Quand ouf. on dit je sais pas faire un prompt, je sais pas faire un contexte par exemple dans un prompt, eh ben on peut très bien demander à ChatGPT de nous dire ouais. le contexte. Bah ouais, bien sûr. Je voudrais te demander tel sujet, mais par contre, je ne sais pas quelles questions il faut que quels éléments je dois t'apporter pour que tu nous sortes un bon contexte. Et ben, faut demander à ChatGPT, il va vous le dire. Et après, c'est comme ça qu'on construit le prompt. Donc, et dans les entreprises, c'est la même chose. C'est voilà le bon résultat final. Ben, on va regarder notre point de départ et puis on va essayer de voir quelle petite victoire on va pouvoir mettre au fur et à mesure. Par contre, c'est un long chemin, pas forcément dur, mais avec des fois des remises en cause qui peuvent être structurelles dans l'entreprise. Je pense notamment à la logique de data mesh. C'est de dire qui est responsable de la qualité de la donnée. Jusqu'à présent, on disait c'est l'informatique parce que c'est l'informatique qui gère la donnée, donc c'est facile. Nous, à l'informatique, on avait une notion de dire qui était, c'est pas compliqué. Jusqu'à présent, les systèmes étaient tous faits de la même façon. C'est l'actualisation de la donnée. La donnée la plus récente, c'est la plus juste. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont très déconnectés. De ouf. Et la récence, c'est plus un élément. Alors, du tout. Et est-ce que c'est l'informaticien qui va pouvoir dire que une adresse d'un client, elle est plus juste que l'autre? Non, c'est le business. Ouais, bien sûr. Et donc, le data mesh, c'est une théorie qui commence à avoir... alors, on n'en entend plus trop parler là depuis 1 an ou 2, mais ça avait pas mal démarré aux États-Unis, qui était de dire l'informatique, elle est là pour gérer des flux de données, donc elle fait les tuyaux, s'assurer que les tuyaux sont sécurisés pour éviter qu'on vienne piquer des données, d'assurer que la donnée soit disponible. Et après, derrière, le business, les entités business, ils sont à la fois consommateurs de data et sont créateurs de data. Et s'ils sont créateurs de data, c'est à eux de s'assurer que la donnée elle est propre, que la durée elle est consistante. Il n'y a qu'eux qui peuvent juger de la valeur d'une donnée, en termes de justesse ou non-justesse de la donnée. Et donc, quand on est consommateur, et un consommateur est aussi créateur. Un directeur commercial, il va consommer de la donnée marketing, mais il va créer de la donnée de prospection. Les RH, ils vont être consommateurs des données des commerciaux sur leurs résultats, mais par contre, ils vont être créateurs d'un cadre légal, d'un cadre de business plan, etc., de pay-plan de ces équipes. Et donc, chacun est consommateur et créateur. Une bonne organisation, ça va être une organisation... Alors, c'est plus facile dans les entreprises restreintes, de se dire, voilà, donc l'informatique, elle gère les flux des canaux et la mise à disposition des données dans des interfaces qui soient utilisables, etc. Mais vous avez un référent data dans chaque service qui va être celui qui va s'occuper de s'assurer que la donnée va être juste. Parce que c'est bien d'avoir un système qui pète et avec du no-code, avec un UX qui est vraiment génial. Si tes données sont pourries, tu n'en feras pas grand-chose. Exactement. Et tu auras claqué 1, 2, 3, 4% de ton chiffre d'affaires dans un ERP ou dans un CRM. Et tu n'auras plus qu'à pleurer. Tu as une belle boîte, mais voilà, c'était une belle boîte avec un beau ruban, machin. Puis tu ouvres ta boîte et puis tu as une mandarine toute pourrave, complètement verte. Ok. Et voilà, c'est pas cool. Non, c'est beaucoup plus dire. Pour prendre un peu de hauteur, on a explosé le temps. Pour prendre un peu de... Ouais, mais t'es bavard. Je t'avais dit, t'as vu 9 minutes. C'est pas grave. T'as dit, il y a du temps, 9 minutes. Ouais, c'est bien. Ouais, non, tu vois, c'est parce que t'es bavard, t'avais dit. Pour prendre la hauteur, et puis pour conclure un peu sur le thème, si tu prends vraiment de la hauteur, mais vraiment beaucoup de hauteur, sur là où on va entre l'IA, l'humain, les réseaux sociaux, un peu tout ce que tu as dit là, sur aussi quand tu dis, quand on regarde le monde, ce qui devient, si tu devais avoir une petite lecture, une petite lecture philosophique, sur là où on tend, la trajectoire de l'humain, nos sociétés, l'IA, la data, enfin tout ce bordel techno et humain, on va où? T'es confiant? T'es optimiste sur là où on tend? Je suis naturellement optimiste. Des fois, ma femme me dit, des fois, trop souvent optimiste. Ok. Cela étant, on peut s'inquiéter quand même un tout petit peu de la direction. Je te dirais ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. C'est hyper inquiétant, par exemple, que dans les IA actuellement, l'une des raisons pour lesquelles on en parlait il y a 2 jours, Elon Musk est aussi présent en ce moment, c'est l'accès à la donnée. C'est-à-dire que ces équipes, quand elles arrivent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont planter les bases de données. Parce que la donnée, on l'a vu avec DeepSeek et ChatGPT, la structure du socle de données, c'est ce qui est le plus important. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des opérations qui vont se faire qui sont un peu inquiétantes. D'un point de vue encore plus, si on prend plus de hauteur, c'est-à-dire qu'on va plus avoir d'oxygène, mais on va très très haut,
on va être dans une logique où on peut se poser des questions. Moi, il y avait un visionnaire qui s'appelle Frank Herbert, qui est pas mal à la mode en ce moment, parce que les deux petits films Dune là, qui étaient sortis. Mais ce qui est intéressant, c'est toute l'histoire de Dune, parce que moi j'aime bien aussi les cyclades comme ça. Ouais. Et en fait, c'est intéressant de voir quand tu regardes les préludes à Dune, qui a été écrit par son fils, et qui raconte le temps avant l'histoire de Dune qu'on a pu voir dans les films, et même de la série télé, même encore d'avant, c'est 100 000 ans avant. L'histoire dit que l'être humain s'est de plus en plus appuyé sur la machine, et donc l'être humain est devenu extrêmement mou et réfléchissait plus, voire limite débile. Et donc c'est les machines qui faisaient tout jusqu'au moment où tu as Omnius, qui est l'être, enfin en gros Skynet, et qui s'est créé, qui a pris le pouvoir sur l'humanité, etc. Parce que l'humain a été réfléchissait pas bien. Donc c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. C'est un risque. C'est un risque, mais je pense que l'esprit humain est imaginatif et Ça va rebondir. cultivé. Ça qui- Et ouais, on s'adapte et on fait autre chose. De la même manière qu'on s'adaptait et on fait autre chose. Alors, il y aura des dégâts, parce qu'il y avait des dégâts. Il y a eu des dégâts avec l'Internet. De ouf, bien sûr. L'IA, de par son besoin de spécialisation, fait qu'il risque d'y avoir des dégâts. La question, c'est comment on gère ça, quoi. Ouais. Et oui, positif, oui. Mais il y a des cycles dans Ouais, bien l'histoire. sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Ça fait très, On très est dans un longtemps. gros cycle, quoi. Ouais, on est dans un gros cycle qui est en train de tourner, mais si on veut être vision un peu pessimiste, ça fait quand même longtemps que l'Europe occidentale n'a pas eu une guerre, quoi. Donc, Ah ouais, tu veux conclure comme ça, toi? Avec une petite guerre, quoi. il y a quand même des sujets d'inquiétude en Ouais, ce moment, bien sûr, quoi. bien Les actualités sont pas forcément très très bonnes. Ouais, bien sûr. La question, c'est il y a un challenge Ouais. au niveau global de l'humanité Ouais, aujourd'hui. de ouf, t'as raison. Il y a un challenge écologique, il y a un challenge Oui, on est sur un gros challenge. de l'être humain vis-à-vis de l'être humain. Je veux dire, la technologie, à côté de ça, c'est juste un des outils. Ouais, quoi, ouais, c'est un hein. outil, ouais. Ok. Après, moi, j'ai envie de dire que le meilleur mot de la fin, c'est de dire un peu comme l'inspecteur Harry, hein, les opinions, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Hein. J'adore. Bah, très belle conclusion. Une petite conclusion ou un petit ressenti sur le Ouais, j'aime moment. bien, c'est sympa. C'était bien? Ouais. T'as passé un bon moment? Ouais. C'était ça- pas trop douloureux? douloureux? Ouais. Pourquoi? Non. Je sais pas. Non. Non, t'étais bien? Bah, c'est comme la psy, mais c'est moins cher. Bon, on finit toujours par un bisou. Ah bah ouais. Toujours. Avec la langue ou pas? Ouais, câlin. C'était un bonheur. Merci Ouais, beaucoup. Merci à toi. Merci.